Le 14 juillet, TV Liberté consacrait un magazine aux préparatifs du défilé sur les Champs-Élysées à l'invitation de l'armée de terre. Toujours en juillet, TV Liberté vous propose un reportage inédit sur la Serbie et un entretien exclusif et précieux avec l'immense écrivain Jean Raspail. Et puis toujours vos émissions préférées, Tête à clash, Politique Éco, Immédiat, Perles de culture et chaque jour votre journal télévisé. TV Liberté est avec vous tout l'été, soyez au rendez-vous. Deux jours après la rencontre idyllique entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Helsinki, le président américain est revenu sur ses déclarations. Il regrette une mauvaise tournure de phrase et accuse à nouveau la Russie d'ingérence dans la politique intérieure américaine. C'est dans l'indifférence générale que la guerre au Yémen s'aggrave de jour en jour. Sur place, les pétromonarchies ont transformé le pays en terrain de jeu pour affronter l'ennemi iranien, soutien des Houthis. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle pirouette pour Trump. À peine rentré aux États-Unis, le président américain est revenu sur ses propos concernant l'ingérence russe pendant la campagne. Un revers surprenant qui ne s'explique pas que par la personnalité versatile de Donald Trump. À quel jeu Donald Trump joue-t-il alors que le sommet bilatéral organisé à Helsinki en Finlande s'illustrait comme une véritable lune de miel entre Trump et Poutine? Le président américain n'aura pas attendu longtemps avant de revenir sur ses propos. En cause, les accusations d'ingérence de la part de Moscou dans la campagne électorale américaine de 2016. Rappelez-vous, à Helsinki, Trump affirmait en conférence de presse avec Poutine: Je le répète, il n'y avait pas de complot. Il n'y avait pas d'ingérence. J'avais personne à qui je pourrais comploter en fait. Pas d'ingérence, une déclaration nette que Donald Trump a d'ailleurs accompagnée d'une lourde critique des services de renseignement américains. Ces propos ont tout de suite fait réagir la bureaucratie de la Maison-Blanche au point que le président s'est trouvé dans l'embarras à son retour. La preuve, il est revenu sur ses propos. Je l'ai dit de nombreuses fois, j'accepte les conclusions de nos services de renseignement selon lesquelles la Russie a interféré dans l'élection de 2016. Dans une phrase clé de mes remarques, j'ai utilisé le mot « serait » au lieu de « ne serait pas ». La phrase aurait dû être « je ne vois pas de raison pour laquelle ce ne serait pas la Russie ». Donc je répète, j'ai dit le mot « serait » au lieu de « ne serait pas ». Donald Trump a donc choisi le volte-face pour éteindre l'incendie à la Maison-Blanche et surtout pour ne pas fâcher l'État profond américain. Il faut dire que, malgré ce reniement, le fond des sujets évoqués avec Vladimir Poutine a des chances de rester inchangé. Mais en politique intérieure, cela change tout. Désormais, à 4 mois des élections de mi-mandat, le mid-term, Donald Trump n'a pas le luxe de pouvoir se passer des néoconservateurs qui réclament une ligne ferme à l'image de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale. En effet, le Faucon, fervent soutien à l'intervention en Irak en 2003, a deux obsessions, la Russie et l'Iran. Et tout porte à croire que malgré les concessions apparentes du président Trump, Bolton devra se contenter de voir reculer l'influence iranienne. Les récents échanges entre la Russie et les États-Unis laissent entendre que les premiers appellent au désengagement de Téhéran dans le conflit syrien en échange d'un assouplissement des relations avec la Russie dans le cadre du conflit ukrainien. Une politique pragmatique du donnant-donnant accueillie par les soutiens israéliens des États-Unis pour qui l'Iran représente un danger dans la région proche et moyen-orientale. Comme à son habitude, donc, Trump tente de concilier la réelle politique sur le plan international à ses impératifs de politique intérieure pour contenter les cadres du parti républicain dont il ne peut se passer et le complexe militaro-industriel dont il peut encore moins se passer, mais qui lui serait ravi de se passer de Trump. Bientôt 7 ans de guerre au Yémen et le pays est devenu le terrain d'affrontement entre les pétromonarchies et l'Iran. Le conflit s'enlise et la situation humanitaire est catastrophique. Olivier Frère-Jacques. Un conflit meurtrier qui dure et qui implique les principaux acteurs du Proche-Orient. Et pourtant, la guerre du Yémen n'est pas très couverte médiatiquement, opposant l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis à l'Iran, qui soutient les rebelles Houthis. Cette guerre par correspondance devait prendre une autre forme avec l'offensive de la coalition arabe contre la ville portuaire de Hodeïda lancée il y a un mois, une ville stratégique où est acheminée pas moins de 70% de l'aide humanitaire. L'échec de cette attaque a poussé Abu Dhabi à faire une pause dans ses
ces opérations militaires. Un court répit qui a permis au chef des insurgés, Abdelmalek Al-Houthi, de déclarer sa volonté de négocier avec la coalition pour aboutir à une sortie de crise. Dans un entretien au Figaro, ce dernier montre des signes d'apaisement sans pour autant vouloir brader la paix. Sa position est finalement assez simple, ses troupes cesseront le combat si les agresseurs émiratis et saoudiens font de même. Une sortie de conflit qui pourrait être bien vue par Paris. En effet, la France soutient la coalition arabe dont la responsabilité dans la catastrophe humanitaire ne peut être niée. Ainsi, depuis le début du conflit, plus de 10 000 personnes ont trouvé la mort, quand des dizaines de milliers souffrent aujourd'hui de malnutrition, du manque d'eau ou encore du choléra. Reste à savoir quel sera l'avenir du pays après la guerre, du ou des pays, puisque la fin du conflit pourrait déboucher sur la création de 2 États, une entité nord pro-saoudienne et un État plus proche de Téhéran. Une solution qui a les faveurs des Émirats et qui pourrait séduire les insurgés houthis affaiblis. Pour cela, les négociations devront probablement dépasser les seuls belligérants locaux et intégrer des représentants iraniens et arabes qui se livrent une guerre sur le sol yéménite. La position pro-arabe des Occidentaux gagnerait également à être tempérée pour faciliter un hypothétique processus de paix, car au-delà des enjeux géostratégiques, la situation humanitaire yéménite s'aggrave de jour en jour. Le travail ne prend pas de vacances. Alors que de plus en plus de Français prennent des congés pendant la période estivale, la majorité d'entre eux restent connectés au quotidien, notamment grâce aux smartphones, les téléphones intelligents. Thibaut Bastide. Boulot, 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 les Français n'arrêtent jamais. Alors qu'ils ont attendu ce moment toute l'année, les salariés ont de plus en plus de mal à se couper de leur quotidien pendant leurs vacances. Si la crème solaire et les lunettes ont toujours leur place dans les valises, les smartphones et autres tablettes ont su trouver une place entre 2 sessions farniente à la plage. En effet, selon une étude réalisée en juin, près de 62% continuent à répondre à leurs appels ou bien à leurs mails professionnels pendant leur période de congé. Pire, 42% des Français consultent régulièrement leur courriel dans la journée, 33% les regardent une fois par jour et 8% une fois par semaine. Une hyperconnexion due au téléphone portable dit intelligent, les smartphones. Et de loin, facilement transportable, toujours connecté au réseau, il est devenu difficile de s'en priver. 75% des Français avouent ainsi l'utiliser en vacances à des fins professionnelles, loin devant l'ordinateur portable avec seulement 17%, ou encore la tablette qui ne totalise que 8%. Alors que les vacances ont longtemps été synonymes d'une déconnexion totale, les habitudes ont donc bien changé. Un phénomène auquel le gouvernement a tenté de répondre en instaurant la notion de droit à la déconnexion dans la loi travail 2017. En théorie, il s'agit de créer les protections nécessaires à la santé des salariés. Ainsi, selon le Code du travail, un employeur ne peut donner du travail à son salarié pendant ses congés payés et s'expose à une amende de 1 500 € dans le cas contraire. Cependant, les Français accros à leur boîte de réception estiment passer de meilleures vacances. Un sentiment non pas lié à l'amour pour leur travail, mais plutôt à la volonté de se rassurer. En effet, ils estiment qu'avoir un œil sur ce qui se passe au bureau leur permet d'être plus sereins et de préparer la rentrée avec moins d'anxiété. Une façon de garder le contrôle sur le quotidien, mais laisse pointer aussi un manque de confiance en leurs collègues et surtout une incapacité à s'extraire du numérique. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref. Garde à vue prolongée pour Thierry Solère, conduit mardi matin dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre. Le député La République En Marche des Hauts-de-Seine est soupçonné de fraude fiscale depuis 2016. L'enquête concerne aussi des soupçons de trafic d'influence, corruption, abus de biens sociaux, financement illicite de dépenses électorales et manquement aux obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ce placement en garde à vue intervient 6 jours après la levée de son immunité parlementaire. La victoire de l'équipe de France n'en finit plus de faire réagir 3 jours après le succès des Bleus. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a considéré que le titre était en réalité une victoire de l'Afrique, en référence aux origines d'une bonne dizaine de joueurs français. En réponse à ces déclarations, le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a annoncé vouloir porter plainte contre le chef d'État vénézuélien. Et pendant ce temps-là, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, est en Afrique du Sud. Devant 15 000 personnes réunies dans le stade de Johannesburg, il a prononcé un discours très politique lors des célébrations du 100e anniversaire de Nelson Mandela. It is a plain fact that racial discrimination still exists in both the United States and South Africa. And it is also a fact that the accumulated disadvantages of years of institutionalized oppression
have created yawning disparities in income and in wealth and in education and in health, in personal safety, in access to credit. À l'occasion de ce passage dans un pays où l'on assassine les Blancs, le 44e président américain a également salué la diversité de l'équipe de France de football. Since it ensures that a society can draw upon the talents and energy and skill of all its people. And if you doubt that, just ask the French football team that just won the World Cup. Because not all of those folks looked like Gauls to me, but they're French. Première victoire française sur le Tour de France. Mardi, Julien Alaphilippe s'est imposé lors de la 10e étape de la Grande Boucle, la première en montagne reliant Annecy au Grand Bornand. C'est la première fois que le Français remporte une étape du Tour de France. Il s'empare ainsi du maillot à pois de meilleur grimpeur. Le Belge Greg Van Avermaet a conservé le maillot jaune de leader. Le trafic se densifie autour de Jupiter. 12 nouvelles lunes ont été aperçues autour de la planète, ce qui porte à 79 le nombre connu de ses satellites. Une découverte qui a surpris les scientifiques qui cherchaient des planètes au-delà de Pluton. Selon les observations, l'une de ces lunes mesure un peu moins d'1 kilomètre de diamètre seulement, ce qui en fait probablement le plus petit satellite de Jupiter. Notre zoom du jour, l'écrivain Olivier Griette nous présente son roman Mémoire de Laïka, dans lequel il raconte l'histoire de la première chienne envoyée dans l'espace. Ceux qui ont vécu cette époque-là, ça a été extraordinaire, ça a été quelque chose, ça a été un coup de tonnerre épouvantable pour les Américains, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que déjà il y ait Sputnik 1, c'est-à-dire un morceau de ferraille en fait, qui a été satellisé, qui était le premier satellite au monde, et un mois plus tard, on a fait Sputnik 2, où on a envoyé un être vivant, qui était en l'occurrence cette pauvre Laïka. Donc ça a été un coup de tonnerre effroyable, les Américains en étaient malades, et c'est ce qui en partie les a poussés à, justement à développer le programme Apollo par la suite, pour rattraper, voire dépasser ce qu'ils ont fait d'ailleurs, les Soviétiques. Au programme également de votre soirée Perles de Culture, Anne Brassier reçoit l'artiste peintre Pierre Boncompin, puis l'abbé Cyril Debris pour la présentation des carnets intimes de l'impératrice Zita de Habsbourg. Et voilà, c'est déjà le moment de se quitter. Retrouvez tout de suite une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Tout le monde se plaint des robots téléphoniques qui disent appuyer sur la touche étoile et qui vous parlent avec une voix automatique, mais il y a bien pire que ça. C'est l'employé de chair et d'os qui vous parle comme un robot électronique parce qu'il sort d'une formation. Et que dans sa formation, on lui a appris à ne répondre qu'aux questions qui sont dans le manuel, et en plus, comme le dit le manuel. Donc si vous posez une question normale du genre « Dites donc, vous pouvez me dire à quoi ça sert d'avoir dû épeler tout à l'heure mon numéro de client et mon numéro d'adhérent en arrivant sur votre serveur ?» Si c'est pour que vous me redemandiez mon numéro de client et mon numéro d'adhérent 1 minute après. Vous ne trouvez pas que c'est une perte de temps? Ben, le type vous répond « Vous êtes monsieur X et votre adresse est le 2 rue de l'église ». Vous aurez beau lui dire « Mais c'est pas ça que je viens de vous demander », c'est peine perdue, et surtout ne vous énervez pas en lui faisant observer qu'il parle comme une machine à café, sans ça il raccroche. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît que c'est pas une machine à café. Mais le plus épouvantable peut-être, ce qui fait vraiment peur, c'est la conjonction de deux choses. D'abord l'accent à couper au couteau de celui ou celle qui vous parle, et son niveau de compréhension, et là je parle pas de la langue, mais de l'idée que vous essayez de faire passer. Vous rendez votre explication la plus claire possible, du genre « Madame, je vais renvoyer le matériel défectueux dans les délais, mais pour la boîte et les accessoires, faut que j'attende d'aller dans ma maison de campagne dans 1 semaine parce que tout est resté là-bas, ou alors je vous renvoie le tout dans 1 semaine avec la boîte, mais je serai sorti des délais. » Elle vous répond « Bon, vous n'avez pas le matériel, il est resté à la campagne. Je viens de vous dire, madame, que seul le carton et 2 accessoires sont restés à la campagne. Ça ne fait rien, vous avez jusqu'au 1er juillet. » Mais le 1er juillet, madame, je ne peux pas envoyer l'emballage. Est-ce que c'est grave ou non?
je vais voir mon chef. Alors au bout d'une minute, elle revient pour vous dire, après le 1er juillet, la garantie n'est plus valable si on ne reçoit pas le matériel avant. Le matériel avec ou sans la boîte, madame? Parce que c'était ça ma question. Je vais voir mon chef. Quand elle revient, vous avez l'impression qu'elle invente n'importe quoi pour se débarrasser de vous. Vous n'avez qu'à renvoyer l'appareil sans la boîte, c'est bon. Alors là où vous dites, aïe, aïe, elle me dit c'est bon, ça fait absolument pas partie du discours, du vocabulaire appris en formation, c'est évident. Donc c'est elle qui parle, donc elle me ment. Donc elle va me dire que c'est pas valable sans la boîte. Et là, elle enchaîne en changeant de logiciel mental et elle vous demande de répondre à une enquête que vous allez recevoir par email. Et elle emploie un vocabulaire consternant chez une fille qui maîtrise pas le français, du genre, n'hésitez pas à nous faire part de votre insatisfaction. Mais le pire du pire, c'est quand vous expliquez que votre matériel donne des signes de faiblesse avec tel ou tel symptôme, parce qu'elle est plus ou moins technicienne. Et qu'une fois que vous lui avez exposé tous les détails, elle vous dit, aux fins d'identification, j'ai besoin de votre email et votre numéro de commande. Alors là, un peu excédé quand même, vous lui donnez les renseignements qu'elle demande, et après elle vous pose une question désespérante dans un français artificiel du genre « Vous rencontrez un problème au niveau des capteurs avant de votre matériel, et vous vous demandez si le dysfonctionnement est d'origine matérielle ou logicielle. » À quoi vous répondez « Oui, en gros, ça marche pas. Et je ne sais pas si je peux réparer moi-même ou s'il faut réinitialiser. » Là encore, elle lit son manuel et au lieu de vous écouter, au lieu de vous écouter visiblement, elle vous demande « Avez-vous essayé de réinitialiser en appuyant sur la touche Reset ?» Alors là, c'est foutu, vous lui demandez où se trouve sa propre touche Reset et elle vous dit de rester correcte. Toute la démarche auprès du SAV est à refaire. Il vous reste qu'à retéléphoner à une autre fille en espérant tomber sur une opératrice originaire de Clermont-Ferrand avec un QI normal. Le problème est que ça marche seulement une fois sur deux désormais. Si vous avez observé tout ça, si vous voulez l'observer de moins en moins, si vous pensez que ce poison dans la vie sociale fait perdre un temps considérable quand ce n'est pas la raison, à nos contemporains, bien faites passer. La chaîne s'appelle Campagnol TVL. Merci.